manchettes. Entrée en vigueur du nouveau guide alimentaire canadien et Saguenay aura son quartier numérique. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce web journal du mardi 22 janvier 2019. Les producteurs laitiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean devront promouvoir l'importance des protéines contenues dans les produits laitiers, estime le président du syndicat des producteurs laitiers de la région, Daniel Gobeil, alors que la nutritionniste Laurie Fradette se réjouit de la nouvelle direction du guide alimentaire. C'est sous la catégorie des aliments protéinés que les produits laitiers se trouvent dans le nouveau guide alimentaire canadien. Il compte dorénavant des catégories plutôt que des groupes alimentaires, soit les légumes et les fruits, ainsi que les aliments protéinés et les aliments à grains entiers. Maïka Lemelin, quels sont les changements majeurs du nouveau guide alimentaire? En fait, le nouveau guide alimentaire présente dorénavant une assiette dans laquelle on peut voir 3 catégories d'aliments, soit les légumes et les fruits qui devraient occuper la moitié de l'assiette des Canadiens et l'autre moitié des aliments protéinés et à grains entiers, donc l'autre moitié. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que ce sont davantage des proportions plutôt que des portions. Et à ce sujet, la nutritionniste Laurie Fradette explique cette nouvelle direction. On peut l'écouter. À l'heure actuelle, on est plutôt dans de l'abondance. On le sait que les gens mangent trop. Donc, le fait d'aller avec des proportions, mais on peut plutôt guider les gens à consommer, oui, des aliments sains, mais selon plutôt leur signaux de faim, de satiété, et non de les inciter à aller combler certaines portions d'aliments. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, le guide alimentaire cherchait à combler des carences, donc les carences des Canadiens. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Et sinon, le sexe et les catégories d'âge ont été retirés du guide pour faire place à des conseils nutritifs et on recommande de boire de l'eau. Et quelle a été la réaction du président du syndicat des produits laitiers, M. Daniel Gobeil? M. Gobeil reste optimiste parce que, selon lui, le lait reste une très bonne source de protéines et aussi un très bon apport en calcium. Plusieurs s'inquiètent des conséquences des produits laitiers sur l'environnement, mais M. Gobeil, lui, s'intéresse plutôt sur la quantité des végétaux qui seront nécessaires pour remplacer certains bienfaits du lait. On l'écoute à ce sujet. Avoir l'équivalent d'une tasse de lait là, pour une source de calcium, ben, ça prend 8 tasses d'épinards. Fait que puis ça prend 2 tasses de brocoli. Fait que c'est certain que l'apport des végétaux, c'est ça, c'est pas toujours du marché local, là. Donc, selon le portrait agroalimentaire de 2010 de la région, il n'y a que 6 entreprises qui sont dédiées au brocoli et 4 entreprises pour les épinards, comparativement à 350 pour les produits laitiers. Pour ce qui est des pertes financières, ça reste encore difficile à dire. C'est ce que m'a expliqué M. Gobeil. Et finalement, est-ce que le lait reste bon pour la santé? Oui, Émilie, le lait reste bon. Ce qu'il faut surveiller, ce sont les matières grasses. Merci. 2 suspects ont été arrêtés ce matin. Un homme de 24 ans ainsi qu'une femme de 18 ans sont suspectés d'avoir procédé à une série de vols dans des véhicules sur le Mont-Valin. Les 2 individus ont tenté d'utiliser une carte de crédit volée dans un établissement licencié de Saguenay. Les policiers de la Sûreté du Québec ont découvert qu'ils avaient en leur possession des objets volés de véhicules vandalisés. Les 2 suspects devraient faire face à des accusations de vol ainsi que de fraude. Brian Poirier, l'homme de Canton-Tremblay, accusé entre autres de tentative de meurtre, renonce à la tenue de son enquête préliminaire. Selon son avocat, Maître Charles Quentin, l'homme de 51 ans pourrait ne pas subir de procès, mais il n'a toutefois pas argumenté, plus sur le sujet. Le 24 juillet dernier, l'accusé se serait rendu au domicile de la victime, aurait surpris la femme par derrière pour ensuite tenter de l'étrangler avec une corde de nylon. Une femme de 30 ans a été arrêtée dans la nuit de lundi à mardi avec en sa possession des comprimés de méthamphétamine. Selon le lieutenant du service de police de Saguenay, Denis Harvey, elle devait comparaître ce matin. Toutefois, son procès a été suspendu et sera remis ultérieurement. Aucune autre information n'est connue pour l'instant. Un quartier numérique pourrait voir le jour sur la rue Racine à Chicoutimi en raison de la présence d'Ubisoft. Promotion Saguenay souhaite développer ce secteur d'activité qui pourrait avoir de très bonnes retombées dans la ville. Marie-Lou Bonenfant, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes prêtes à s'investir dans un tel projet?
Eh bien, Émilie, depuis l'arrivée d'Ubisoft à Chicoutimi, Promotion Saguenay travaille sur le dossier du quartier numérique. Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, considère que la proximité avec le cégep et l'Université de Chicoutimi est un réel avantage, puisque les étudiants qui étudient dans le domaine du numérique seraient déjà prêts à participer au projet du quartier numérique. On va justement l'entendre à ce sujet. Même, je vous dirais qu'on a commencé à mobiliser les gens, puis il y a une très, très bonne réponse. Là. Même à la limite, je ne dis pas qu'on a de la misère à suivre, mais les gens aimeraient ça qu'on aille plus vite. Évidemment, on veut bien faire les choses, puis on les fait dans l'ordre, mais je pense qu'il y a une mobilisation qui est présente, qui est intéressante. Et pourquoi ce quartier numérique se situerait sur la rue Racine, Marie-Lou? Eh bien, après diverses consultations, il considère que la rue Racine a divers atouts, notamment la disponibilité des locaux vacants pour l'installation des nouvelles entreprises et aussi l'effervescence de la ville à cet endroit. Il faut aussi mentionner que les entreprises vont favoriser leur installation dans les centres-villes. Est-ce que Promotion Saguenay prévoit déjà des investissements? Oui, mais ce ne sera pas des investissements majeurs, ce sera des investissements dans le milieu urbain, des investissements dans la place éphémère. Évidemment, ils aimeraient énormément avoir des investissements dans le milieu privé et ils espèrent qu'ils vont avancer le pas dans ce sens-là. On espère que le privé va contribuer également à reprendre des bâtiments qui étaient pas occupés et les occuper peut-être éventuellement par le fait même, là, revoir les façades ou revoir l'intérieur. Fait que je pense que ça va être un beau mix d'investissement privé et public. Et il faut mentionner, Émilie, qu'il y a déjà plus d'une quarantaine de personnes qui ont été consultées concernant ce projet-là et ce n'est que le début du processus. Donc, on voit le projet d'une façon positive. Oui. Merci beaucoup, Marie-Lou. Ça m'a fait plaisir. Des syndicats du Saguenay-Lac-Saint-Jean a tenu une consultation hier en ce qui a trait aux conditions de travail des employés de soutien du secteur scolaire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, oui. Pour en discuter, le président du Conseil central des syndicats nationaux de la région, Ange-Albert Cotenoir, s'est entretenu avec mon collègue Marc-William Gagné un peu plus tôt cet après-midi. Monsieur Cotenoir, bonjour. Bonjour. Donc, expliquez-nous les problématiques au sein de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean en ce qui a trait vraiment au personnel de soutien. En fait, les problématiques, ils sont nombreuses. En fait, ça concerne l'ensemble du Québec. Hier, ça concernait la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Pourquoi? Parce que nous avons 2 syndicats des employés de soutien à l'intérieur de la commission scolaire qui comprennent au total 420 membres. Donc, c'est clair qu'il y a des enjeux qui sont importants pour nos membres, qu'on peut identifier de différentes façons, mais c'est rattaché à l'entretien des immeubles, puis des bâtiments, puis c'est également rattaché à ce qu'on pourrait appeler là, toute la question des conditions de travail, la problématique de travail, concernant la santé et sécurité au travail, concernant également là, la reconnaissance de leur travail, la stabilité de l'emploi, donc la sous-traitance aussi, toute la question également de la surcharge de travail, l'organisation du travail. Donc, des éléments qui préoccupent directement nos membres. Puis, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez d'actes de violence en milieu scolaire? En fait, mais ça fait en sorte que dans la dynamique quotidienne de tous les jours, mais ce n'est pas nécessairement les gens qui sont tous pareils, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est respectueux des uns et des autres. Donc, il arrive dans certaines situations où il y en a qui dépassent les bornes, que ce soit étudiants ou collègues de travail ou encore quelqu'un d'un autre poste. Et ça fait en sorte que tu ne vas pas travailler pour subir des actes de violence à tous les jours. Donc, en fait, c'est tannant, c'est préoccupant. Donc, d'une certaine mesure, la meilleure façon de prévenir, c'est de dénoncer certaines situations puis dénoncer le fait que ça peut arriver. Pour ce qui est de notre soutien scolaire, les premiers affectés, bien sûr, ce sont ce qu'on appelle les intervenants là, en soutien scolaire, c'est-à-dire les conseillers là, qui vont aider là, au niveau de qui vont intervenir auprès des étudiants qui ont des problématiques d'apprentissage. Puis, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites dépasser les bornes? Bien, dépasser les bornes, disons que, il y a des seuils d'acceptabilité à l'intérieur de la société. Ça fait en sorte que, ça peut aider des gens dans leur comportement, mais ils peuvent agir de certaines façons avec leurs amis ou encore même les modèles qu'ils ont, malheureusement, c'est ceux-là. Et ce n'est pas nécessairement transposable à tout le monde dans la société. Donc, ça veut dire que c'est important là, de faire en sorte que ça reste limité là, dans les limites là, qui sont acceptables dans la société. Puis, à quoi servent les consultations? Des consultations dans le sens que par rapport au... je ne comprends pas le sens de ta question. Mais en fait, l'utilité
des consultations comme vous avez fait hier? Bien, en fait, ce qu'on a fait hier, c'était une conférence de presse pour amorcer la consultation de nos membres pour préparer les prochaines négociations du secteur public. Donc, au niveau de la négociation du secteur public, tu as une table centrale qui négocie les salaires, tout ce qui est monétaire. Tu as également ce qu'on appelle une vingtaine de tables sectorielles. Donc, hier, on était préoccupé par la question de la table sectorielle au niveau du soutien scolaire. Et en plus, il y a des négociations locales au bout de la ligne. Donc, en fait, c'est un processus de consultation des membres qui va permettre, au niveau du secteur soutien scolaire de la Fédération des employés et employés de service de la CSN, service public de la CSN, de bâtir un cahier de revendications qui serait éventuellement déposé à l'employeur dans le cadre des négociations sectorielles qui concernent directement des problématiques là, qui sont rattachées au soutien scolaire. Puis c'est quoi le rôle de la CSN dans ce dossier-là? En fait, notre rôle comme CSN est multiple, dans le sens que la fédération comme telle va s'occuper de la négociation, de la préparation de la négociation. La CSN régionale ou le confédéral, nous, on va être là en soutien de leurs revendications. Et c'est sûr que dans l'éventualité il peut y avoir des mobilisations relativement à la négociation du secteur public, comme on a fait dans le passé, bien, nous, on va être présents pour organiser les choses, en même temps pour soutenir nos syndicats et intervenir au niveau de la place publique s'il faut. Justement, où est-ce que vous en êtes dans les préparations du cahier de revendication? On fait juste commencer. Écoutez, selon la loi là, de la négociation dans le secteur public, les organisations syndicales ont jusqu'au 31 octobre pour déposer leurs demandes et le gouvernement a jusqu'au 15 décembre pour répondre aux demandes. Donc, on est en phase préparatoire, c'est-à-dire d'aller recueillir de plus d'informations possibles auprès de syndicats pour arriver à un projet de revendication qui va en fait vraiment répondre à leurs préoccupations et à leur volonté. Donc, c'est une façon de faire CSN qu'on a l'habitude d'utiliser par rapport auquel on est très fiers. Puis dites-nous à quand remontent les derniers changements dans cette convention collective-là? Disons qu'au niveau, il y a eu une négociation du secteur public en 2014-2015. Pour arriver donc à l'entente qui est là aujourd'hui. Auparavant, c'était en 2009-2010, donc ça revient à peu près à tous les 4-5 ans. Là. Donc la convention collective il y a échéance bientôt et conséquemment, mais ça va en prendre une autre. Puis aussi, la conjoncture fait en sorte que les employés du secteur public, dans tous les secteurs au niveau du public, méritent une meilleure rétribution et une meilleure reconnaissance de leur travail. Et la conjoncture du marché du travail fait en sorte que c'est exactement le bon temps pour aller de façon, là, au niveau des revendications, bien, véritablement d'aller chercher le plus de choses possibles, non seulement au niveau du monétaire, mais également au niveau du normatif, pour véritablement améliorer les choses. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte où c'est difficile pour les employeurs, puis ça inclut le gouvernement, d'attirer de la main-d'œuvre, puis ensuite de retenir de la main-d'œuvre. Là, on se retrouve dans des situations, par exemple, comme par exemple pour les employés de métier de les commissions scolaires, c'est qu'eux autres, ils font plusieurs secteurs de métier, ils font beaucoup moins d'argent dans le public que dans le privé. Mais là, tu es pris à sous-contracter avec le secteur privé qu'eux-mêmes perdent les employés plus cher. Donc, dans certaines mesures, au bout de la ligne, c'est pas vrai que tu fais des économies comme gouvernement. Donc, tu es aussi bien d'avoir ton propre monde, que tu vas attirer des gens de qualité, puis tu vas prendre tous les moyens pour les garder, puis le fait d'apporter une meilleure reconnaissance au travail, puis de combattre la violence, des choses comme ça, mais c'est des facteurs incitatifs, non seulement pour attirer, mais ensuite pour retenir la main-d'œuvre. M. Engelbert Cotenoir, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord tente de guider les entrepreneurs de la région vers la 4e révolution industrielle, connue sous le nom du 4.0. Il s'agit d'un virage numérique qui a pour but de rendre la communication plus facile entre les différents volets d'une entreprise. Le conseiller en management, chez Raymond Chabot Grant Thornton, Nancy Jalbert, est venue informer une quarantaine d'entrepreneurs qui œuvrent dans le milieu des affaires ce matin à l'hôtel de Chicoutimi. Éliane Pilote, comment peut-on définir concrètement le projet 4.0? Donc, Émilie, le 4.0, c'est la 4e révolution industrielle.
donc qui a comme but d'aboutir à des usines intelligentes qui pourraient tirer le plein potentiel de la fabrication numérique et aussi d'avoir une meilleure communication avec les divers aspects que l'on retrouve dans une industrie. Par exemple, notamment, là, je pense aux personnes qu'on emploie, les machines ainsi que les données. Donc, le but premier, en fait, c'est d'utiliser les technologies à leur pleine capacité afin d'en tirer le plus de bénéfices et d'avantages possibles. Et le virage numérique du 4.0, est-ce qu'il est bien intégré au Québec? Oui, donc le phénomène prend beaucoup d'expansion. Les industries veulent suivre les milléniaux, donc du coup, intègrent les différentes technologies à leur quotidien. Je pense notamment aux industries manufacturières. Dans les dernières années, il y a 20 d'entre elles qui ont entrepris un virage numérique, ainsi qu'une entreprise sur deux qui voit le 4.0 comme une révolution. Donc, c'est une évolution quand même très intéressante. Par contre, un certain retard a été réalisé pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, Sandra Rossignol. On l'écoute. Il y a encore des entreprises qui ne sont même pas sur le web. Alors, comment voulez-vous faire des affaires si tu n'es plus sur le web aujourd'hui, surtout avec la nouvelle génération qui magasine à partir de leur salon? Et de quelle manière les industries intègrent le 4.0 dans leur pratique? Bon, on sait que l'Internet et les technologies ont vécu vraiment une grande révolution industrielle, même que certaines technologies sont allées jusqu'à prendre la place de certains travails là, chez certains individus. Par contre, pour le web, on parle d'applications puisque ça permet de connecter les fabricants, les fournisseurs et les clients. Donc, par exemple, un client qui souhaite acheter un colis quelconque sur un site va pouvoir voir la localisation géographique en tout temps sur ses applications, va pouvoir payer la facture sur cette plateforme web ainsi que communiquer avec les différents fournisseurs si un problème survient. Donc, c'est très pratique. Il y a aussi connecté un produit à Internet. Donc, c'est à l'aide d'un capteur. Oui. Je vous remercie beaucoup, Eliane. Plaisir. Le village sur glace de Roberval, qui travaille de pair avec la ville, accueillera l'artiste français Maxime Taureau en résidence de création à partir du 11 février jusqu'au 11 mars. À la suite de l'appel d'offres lancé en décembre sous le thème de la nordicité, le jury s'est arrêté sur un artiste de calibre international. Selon la médiatrice culturelle, à la ville de Roberval, Vicky Tremblay, le comité a tenu à écarter la provenance de l'artiste dans son processus de sélection. On l'écoute. On a un public qui est quand même familial au village sur glace, puis c'est pas nécessairement des gens qui sont là pour visiter un musée d'art contemporain. Puis on trouvait que l'approche industrielle avec toute la manière de faire autour de l'œuvre, la conception du coffrage, puis toutes les techniques industrielles pouvaient peut-être parler à monsieur, madame, tout le monde. Pour son édition 2019, Roberval misait sur l'interaction avec le public et souhaitait faire le parallèle entre l'industrie et les arts. Le tout dans le but de permettre à la population de mieux comprendre le métier d'artiste et les étapes de création. On l'écoute. 4 dossiers sur 9 qui provenaient de la région, puis les autres venaient d'un peu partout à travers le Québec. On avait même des gens des États-Unis là, qui ont postulé. Donc, c'est pas parce qu'il est européen, mais bien parce que le projet nous plaisait. La population pourra avoir accès au site dès le 26 janvier et ce jusqu'au 9 mars. Un demi-million de dollars, oui, c'est ce que coûterait la démolition de l'ancien hôtel de ville de Kenogami, construite en 1932. Le bâtiment se trouve dans un état de décrépitude avancée. Selon le conseiller municipal du secteur, Michel Tifo, la démolition serait la solution la plus concevable, considérant le fait que la ville n'a pas les moyens de défrayer les coûts pour restaurer le bâtiment. Jusqu'à présent, aucune offre de promoteur privé n'a été reçue, malgré quelques visites. La ville devra se positionner sur l'avenir de ce bâtiment d'ici la fin de l'année. Prévue pour 2020, l'inauguration du centre multisport de Jonquière pourrait être retardée. C'est ce qu'a affirmé à Radio-Canada le président de la Commission des sports et du plein air de Chicoutimi, Michel Tifo. Ce dernier mentionne que la première pelletée de terre est incertaine pour 2019 et qu'elle pourrait être repoussée à l'an prochain. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, avait soulevé en août 2018 que les plans et devis du projet seraient conçus dans un délai de 6 mois. M. Tifo indique que l'élaboration des plans et devis est une phase cruciale dans le projet et que les retards sont fréquents dans cette étape. Situé sur un terrain tout près de l'ancien Walmart, aux abords de l'autoroute 70, le centre multisport contiendra, entre autres,
un stade de soccer intérieur, oui, et une piste de course. C'est près de 140 personnes qui sont attendues à la collecte de sang organisée par la Légion canadienne. L'événement se déroule aujourd'hui jusqu'à 20 h au Patro de Jonquière. Cette année, l'organisation est à sa 16e édition. Alexandra Morin, dans quel but la Légion organise-t-elle l'événement? Donc, c'est pour fournir un appui autant à Emma Québec, autant du côté des dons que du côté des bénévoles. Donc, il faut savoir qu'un don de sang peut aider jusqu'à 4 personnes, puis que seulement 3 % de la population donne de son sang, comparativement à une demande de 1000 dons quotidiennement. Et l'objectif de l'an passé avait-il été atteint? Oui, en fait, l'année passée, l'objectif était de 125, puis ils avaient atteint 156 dons. Cette année, comme nous avons dit un peu plus tôt, c'est 140 dons. Donc, les organisateurs m'ont laissé entendre qu'ils aimeraient dépasser celui de l'année passée, mais seraient quand même agréablement surpris d'atteindre le 140 dons d'objectif cette année. Donc, je suis allée rencontrer des donneurs cet après-midi. Donc, un était à son 84e don. On peut l'écouter. Pour 2 choses. C'est bon pour sauver les vies des autres, c'est bon pour ma santé aussi. Parce que la plupart du monde ne savent pas que quand tu donnes du sang, ton sang se régénère. On peut seulement donner du sang? Alexandra? Oui, mais il faut savoir que dans la région, nous sommes très bien desservis, puis nous pouvons autant donner du sang que du plasma. Le coordonnateur de l'événement, M. Charles Gravel, nous en dit un peu plus, donc on peut l'écouter. Si vous allez à Plasmavie à Chicoutimi, au centre de Plasmavie, là, on peut donner du plasma et du sang. C'est bien. Depuis 3 ans maintenant, on a un centre de Chicoutimi. Donc, comme M. Charles Gravel l'a dit, en fait, il y a 20 %, il y a une grande demande, en fait, en plasma. Donc, il y a seulement 20 % de la demande qui est comblée ici au Canada. Et comment l'organisation fait pour organiser cette collecte chaque année? En fait, du côté de l'organisation, il s'allie à Emma Québec pour tout ce qui est l'organisation avant l'événement. Puis sinon, le jour de l'événement, c'est plus de 17 bénévoles qui se réunissent pour aider. Et quels sont les critères à respecter pour pouvoir faire un don? En fait, si j'en nomme certains, c'est avoir plus de 18 ans, ne pas être enceinte, ne pas allaiter, ne pas s'être tatoué ni de perçage depuis au moins 3 mois, puis avoir reçu un vaccin contre la grippe. Mais si vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez quand même vous rendre en fait sur le site de Emma Québec. Merci, Alexandra. Au plaisir. Le Fonds d'aide au rayonnement des régions a accordé une subvention de 450 000 à la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'objectif est de soutenir la démarche de la zone boréale au cours des 3 prochaines années et ainsi de lui permettre de poursuivre son projet de mise en valeur de l'industrie agroalimentaire régionale. Le responsable de la zone boréale, Frédéric Tremblay, a expliqué que la subvention allait permettre de financer les activités de l'organisation, comme par exemple les salaires et certaines interventions auprès d'entreprises qui doivent mettre en marché des produits. La nouvelle commissaire aux plaintes et à la qualité des services du réseau de la santé de la région, Julie Bouchard, a mentionné à TVA Nouvelles que les familles ne doivent pas hésiter à dénoncer si leurs aînés sont victimes de mauvaises conditions. Selon Julie Bouchard, plus le nombre de plaintes est élevé, plus la réalité est connue. De plus, le fait d'être sur le terrain permet d'être plus proche de l'usager. Selon les derniers chiffres de 2017-2018, une hausse de 31 plaintes de maltraitance envers les aînés a été observée comparativement à 17 l'année dernière. Le député Sylvain Gaudreault a remis hier la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à l'architecte saguenéen Jacques Coutu lors de la cérémonie qui s'est déroulée à l'église Saint-Mathias du secteur Arvida. L'homme de 90 ans est un monument de l'architecture moderne dans la région. Déjà dans les années 1960, M. Coutu débutait ses pratiques et en 1964, il méritait le prix canadien en design. Il a d'ailleurs conçu les plans pour le séminaire Marie-Reine du clergé de Métabetchouan, l'école Riverside d'Arvida et les polyvalentes Lorconan et Charles-Gravel. La région le reconnaît également pour l'église Saint-Luc ainsi que celle de Sainte-Claire à Chicoutimi.
La 35e édition du Festival Saguenay en neige, qui aura lieu du 31 janvier au 10 février, s'annonce haute en couleurs, selon la directrice générale de l'événement, Christine Basque. De nombreuses nouveautés, telles un spectacle de King Melrose et une conférence sur le réchauffement climatique, sont à surveiller. Jérémy Bernier nous en dit plus. D'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue. La 35e édition de Saguenay en neige lancera ses festivités avec l'animation des Fous du Roi, suivie par un feu d'artifice, une performance en direct de sculpture sur glace et, en soirée, une prestation de King Melrose. À 20h. Il en est à sa première visite à l'événement Saguenay en neige. On aura le plaisir de vous présenter M. King Melrose au pavillon Nikitutagan. Encore une fois cette année, le festival présentera son concours de sculpture sur neige sous 3 volets différents. Nous ouvrirons donc notre 35e édition avec nos 3 volets du concours. D'abord, le volet scolaire, présenté par les Caisses Desjardins de Saguenay. Ensuite, le volet amateur, qui sera présenté par Ameublement Tanguay. Et enfin, le volet professionnel, présenté par Métro Plus Marché PE-Prix. D'ailleurs, Mme Basque s'est dite très fière d'avoir des sculpteurs de la région qui se démarquent jusqu'en France. C'est certain que pour nous, c'est une fierté parce que c'est le Saguenay, le festival Saguenay en neige qui existe ici depuis 35 ans. Je le disais tout à l'heure, ça commence à entrer dans notre culture. De voir qu'on rayonne outre-mer, c'est formidable. Un autre ajout à la programmation cette année, le conférencier Claude Villeneuve viendra parler du réchauffement climatique. Je me disais, ce serait le fun d'aller chercher un peu au niveau d'une conscience sociale, aller développer les connaissances des gens pour faire une vraie prise de conscience sur une réalité qui nous touche beaucoup. Mais je pense que malheureusement, beaucoup de personnes manquent d'informations à ce sujet-là. La 35e édition de Saguenay en neige en sera donc une remplie de nouveautés. Jérémy Bernier, ATM Nouvelles, Saguenay. Plusieurs artisans travaillent présentement sur les sculptures de neige qui seront présentées lors du Festival de Saguenay en neige qui se déroule du 31 au 10 février prochain. Parmi les sculpteurs présents, une équipe est sélectionnée pour la confection de la sculpture géante, un produit d'envergure qui nécessite près de 450 heures de travail. Pour une 10e fois en 35 ans, c'est l'équipe de Michel Fortin qui a obtenu ce mandat. Mon collègue Nicolas Boursier l'a rencontré aujourd'hui. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour. Donc, ce n'est pas votre première fois pour la sculpture géante en Saguenay en neige. Vous en êtes à votre 10e participation pour ce qui est de la sculpture géante? Non, la 6e. La 6e, bien, parfait. Puis on parle de sculpture géante, on parle de quelle dimension environ? On parle d'une sculpture qui est faite à partir d'un bloc qui mesure 5 mètres par 5 mètres en surface, au sol, et 8 mètres en hauteur. Puis c'est quoi le défi? Ça prend combien de temps pour accomplir ce que vous voulez faire habituellement? Bien, ça dépend toujours un peu du projet qu'on a, du concept qu'on a préparé, mais je dirais que c'est entre 12 et 19 jours environ. Puis cette année, on peut s'attendre à quoi comme concept? Cette année, on a eu quelques idées au préalable, mais c'était des concepts qui ne convenaient pas à la neige à cause de la faible portance que la neige a. Donc, le dernier concept qu'on a retenu, c'est un pêcheur inuit qui est sur la glace. Et dans son trou, il y a une surprise. Il est penché par en avant, il regarde dans le trou. Et dans le fond de l'eau, il y a une sirène qui le regarde. Puis, est-ce que ça, vous avez conçu ça avec votre équipe ou c'est seulement vous qui pensez au concept, qui prenez la décision par rapport à ça? La plupart du temps, c'est moi qui prépare les concepts, mais après, je consulte les 2 autres membres de mon équipe, qui sont M. Roch-Murray et M. Jacques Tremblay. Est-ce que vous êtes habitué de travailler avec cette équipe-là? Oui, c'est la 10e année qu'on travaille ensemble. OK. Puis, est-ce que ces 3 membres-là, vous avez travaillé pour les sculptures en neige aussi? J'imagine que vous avez fait ailleurs qu'au Saguenay la sculpture en neige aussi avec eux? Ailleurs qu'au Saguenay, avec eux, on est allé en France, à Valloire, dans les Alpes. Et précédemment, j'avais d'autres membres d'équipe où on est allé au Carnaval de Québec à plusieurs reprises, à Sherbrooke et ici. Puis, on parle ici d'art éphémère, puisqu'on construit à partir des éléments de la nature, avec de la neige. Comment on se sent quand on a passé autant de temps à travailler une sculpture pour finalement la regarder être détruite par le temps à la fin? C'est toujours le commentaire que les jeunes nous font. Je dirais que, en tout cas, personnellement, quand je sais que j'ai terminé puis que je quitte le site, je fais le tour une dernière fois, je tourne le dos,
puis je m'en vais, puis je reviens pas. Parce que votre métier, c'est plus la destination, le voyage que la destination. Quand on construit une sculpture comme ça, j'imagine la passion, c'est dans la construction, moins dans le résultat, vu que vous ne l'avez pas très longtemps. C'est autant dans le résultat, sauf qu'on ne l'a pas longtemps, le résultat. Sauf là, les concepts qu'on fait d'abord en maquette solide. Là, après ça, on peut conserver la maquette. Mais maintenant, je travaille beaucoup à partir de croquis à l'échelle. Donc, je ne peux pas conserver autre chose qu'un dessin ou 2 ou 3. Ça fait toujours quelque chose, oui, parce qu'on s'investit beaucoup dans ça. Là, présentement, vous voyez, on est à notre 8e journée de travail. Comme vous le savez, vendredi, samedi dernier, il faisait 32 sous zéro, plus le vent, sur le bord de la rivière, l'humidité. Puis on travaille toute la journée de façon intensive. Là. Puis vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter, peu importe la température, vous devez continuer? On préfère attendre dans les derniers jours pour voir si on a suffisamment de temps devant nous pour compléter la pièce puis la rendre à notre satisfaction, parce qu'on est assez exigeant. Puis à ce moment-là, des fois, on prend une journée. Mais c'est pas arrivé souvent qu'on prenne une journée de congé. Puis pendant la construction, est-ce qu'il y a des moments où il y a des découragements, il y a des morceaux qui brisent, il y a des imprévus qui arrivent? Comment on fait pour recommencer et travailler par-dessus ça? Ça n'arrive pas souvent. C'est arrivé, je dirais, une fois où on a été un peu découragé. C'est à Valoir, en 2016, pardon. La neige était vraiment, mais vraiment pas bonne parce que là-bas, il n'y avait pratiquement pas tombé de neige au sol, donc ils ont dû utiliser un canon à neige. Puis ils ont fait ça à -1, à 0. Donc là, c'était très humide. Puis quand on a commencé à l'extérieur du bloc pour dégrossir la forme primaire, ça allait bien. Quand on est arrivé à l'intérieur du bloc pour commencer vraiment à sculpter, là, la neige tombait, elle se défaisait. Il a fallu remettre ça en place, puis aller se coucher durant le jour pour sculpter durant la nuit. Puis là, on savait qu'on ne ferait pas une pièce à notre goût vraiment là, à cause de ça. Ça nous a un peu découragés, mais sinon, il n'y a pas de découragement dans notre équipe. Là. Sinon, vous parlez aussi que vous faisiez des maquettes, donc vous faites de la sculpture aussi en utilisant le bois. J'imagine qu'il y a quand même une majeure différence entre sculpter le bois et sculpter la neige ou encore la glace. Oui, tout à fait. C'est que la neige a la particularité suivante, c'est que c'est une matière granuleuse qu'on met dans un moule soufflé sous pression. Avec le poids, ça se tasse, ça durcit, mais il faut toujours tenir en compte le fait que si on a mal placé la structure puis il n'y a pas suffisamment de points d'appui, si les épaisseurs ne sont pas bonnes ou si à l'intérieur du bloc, il y a une fissure, comme ça arrive souvent, à ce moment-là, la pièce peut s'effondrer. Donc, au niveau de la conception, là, ça, c'est la différence majeure. En bois, en glace, ça tient bien. On peut se permettre plus de fantaisie, plus d'acrobatie. Mais en neige, il faut être très, très prudent au niveau de la conception. Fait que là, on vous souhaite la meilleure des chances pour les prochaines semaines, que la température reste de votre côté. On vous souhaite des temps pas trop froids, puis surtout de terminer votre sculpture à temps. Bien, je vous remercie beaucoup, puis j'espère que vous allez passer nous voir. Absolument. Je m'entretenais avec le sculpteur Michel Fortin, qui s'occupe de sculpter la sculpture géante à Saguenay-en-Neige. Sur la scène sportive, l'Arvidien Kevin Guillemard devient le nouveau président de l'Impact de Montréal. La nouvelle a été annoncée ce matin en conférence de presse au stade Saputo à Montréal. Monsieur Guillemard succède ainsi à Joey Saputo, qui conserve son poste de propriétaire. Entre 2011 et 2016, Guillemard a agi à titre de vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Canadien de Montréal. Après avoir remporté leurs 4 dernières rencontres, un grand défi attend les Saguenayens de Chicoutimi qui s'apprêtent à prendre la route des Maritimes afin d'y disputer 3 rencontres en 3 soirs. Mathieu Bédard, comment l'entraîneur-chef des Saguenayens, Yannick Jean, entrevoit-il ce voyage? Oui, Émilie, vous l'avez mentionné, les Saguenayens ont signé 4 victoires consécutives, la plus récente face aux Remparts de Québec par la marque de 2-1 samedi dernier. Bien, les Saguenayens là, sont sur une séquence de 9 victoires en 12 rencontres. L'entraîneur-chef Yannick Jean disait que c'était bon pour le moral et la chimie dans le vestiaire, mais également pour les jeunes joueurs dans l'équipe et ça leur donnait confiance. Il a dit que cette séquence arrivait à un bon point dans cette saison, puisque justement, là, les Saguenayens ils partent sur la route cette semaine vers les Maritimes pour disputer 3 rencontres. Il entrevoit ça du bon côté, là. On peut l'entendre là-dessus. Oui, on veut continuer sur notre lancée. On a quand même certains succès depuis la pause des fêtes. On a l'impression que notre équipe progresse. On veut continuer là, de progresser
continuer d'amasser des points là, pour essayer de se rapprocher encore plus là, des équipes là, qui sont les quelques équipes qui sont en haut de nous au classement. Les Saguenayens affrontent les Mooseheads de Halifax dimanche. Est-ce que cela pourrait agir de match baromètre pour la formation? Oui, bien, on refuse de mentionner que ça pourrait agir de match baromètre du côté de Yannick Jean. Il préfère se concentrer sur un match à la fois, puisque les Saguenayens vont disputer 3 rencontres en 3 soirs, donc c'est pas toujours évident, surtout là qu'ils vont affronter une puissance dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en les Mooseheads de Halifax. Il disait qu'il fallait éviter de tomber dans le piège, puisque les Saguenayens allaient affronter les 2 pires formations du circuit Courteau, soit le Titan d'Acadie Batters et les Sea Dogs de Saint John lors de ce voyage. Donc, il veut préférer se concentrer là, un match à la fois et ils disputeront le match face aux Mooseheads lorsque le temps viendra. Mathieu, la prochaine victoire des Sags sera la 1500e de l'histoire de la franchise. Qu'est-ce que cela représente pour l'organisation? Oui, bien, l'organisation affirme être très fière de cet exploit. On ne voit pas ça très souvent. L'organisation a été fondée en 1973. C'est donc dire que ça aura pris 46 ans pour réaliser cet exploit. Pour l'entraîneur-chef Yannick Jean, ça a une signification un petit peu plus particulière, puisque Yannick Jean est natif de la région. Il est né à Alma. Il a également agi à titre de joueur pour les Saguenayens de 1992 à 1996. Et là, présentement, il est l'entraîneur-chef des Saguenayens depuis 2015. Donc, ça signifie beaucoup pour lui. On peut l'écouter. C'est une fierté, les Saguenayens dans la région. Je pense que les gens peuvent être fiers de ça. Les gens, en tout cas à l'intérieur de l'organisation, en sont extrêmement fiers. C'est un signe de longévité. Donc, si la logique est respectée, les Saguenayens devraient signer cette 1500e victoire dès cette fin de semaine. Mais bon, on ne sait pas, les surprises peuvent arriver à tout moment. Mais du côté des Saguenayens, on veut mettre cette victoire en banque le plus rapidement possible. En terminant rapidement, est-ce que les Saguenayens pourraient obtenir du renfort ce week-end? Oui, le capitaine Zachary Lavigne devrait être de retour au jeu lors du week-end. Après avoir raté les 11 dernières rencontres de son équipe, il s'était blessé à l'épaule lors du match du 15 décembre face au Remparts de Québec. Et il disputera un premier match vraisemblablement lors du week-end. Mathieu Bédard, merci. Ça fait plaisir. Le 55e tournoi Pee-Wee de Jonquière s'est conclu dimanche dernier avec une victoire de 3-2 des Cyclones de Québec sur le Noir et Or de Montargnois. Une finale régionale avait également lieu dans le Pee-Wee 2B, alors que les Sags 4 l'ont emporté 3-1 face aux Aiglons d'Alma. Les succès de l'événement ont satisfait les organisateurs. Jasmin Blanchette était sur place. La 55e édition du tournoi Pee-Wee de Jonquière prenait fin dimanche au Palais des sports de Jonquière, alors qu'étaient disputées les finales des 6 catégories présentes dans le tournoi. Le président Hervé Berghella a affirmé être très heureux du déroulement de la dernière semaine dans son ensemble. On est très satisfait au niveau des assistances, au niveau du niveau de hockey qui nous a été présenté. On est très satisfait. Sans rendre de statistiques officielles, M. Berghella estime que 20 000 spectateurs se sont déplacés pour les différents matchs au cours de la dernière semaine. En ayant plusieurs équipes locales dans notre pool, les parents, les grands-parents, les mononcles, les matantes ont tendance à suivre l'équipe plus. Alors, c'est ça fait de l'ambiance, ça fait du monde, c'est le fun. Malgré les temps froids qu'on a eus, malgré la neige, il y a du monde dans l'aréna, c'est ça qu'on aime. En nouveauté cette année, une catégorie scolaire était du rendez-vous et même si seulement une équipe de l'extérieur a pris part à la compétition dans cette catégorie, elle devrait être de retour l'an prochain. Eux autres, ils ont vraiment aimé leur tournoi, outre le fait de l'avoir gagné. Et ils vont parler de nous dans leur réseau à eux. Et je ne suis pas inquiet qu'on va avoir beaucoup d'équipes de l'extérieur l'année prochaine dans ce niveau-là. Le temps froid n'a par ailleurs pas refroidi les ardeurs des parents et amis des équipes des Aiglons d'Alma et des Sags 4 dans la finale du tournoi Pee-Wee 2B, alors que l'équipe de Saguenay s'est imposée 3-1 face aux Almatois. Samuel Imbeau s'est démarqué dans la victoire pour les siens en récoltant 2 buts et une passe. Anthony Lachance a quant à lui récolté la victoire. La 55e édition du tournoi Pee-Wee peut donc être considérée comme un succès. Reste à voir maintenant si l'an prochain, l'équipe réussira à se réinventer afin d'en faire une aussi bonne pour la 56e édition. C'était Jasmin Blanchette, ATM Nouvelles, Saguenay. Et Nicolas Boursier, c'est encore froid à l'extérieur.
Oui, Émilie, pour la météo, à Saguenay, présentement, il fait moins 19 degrés Celsius, ressenti moins 23 sous un ciel dégagé. Ça va se couvrir un peu cette nuit avec quelques averses de neige pour atteindre une température de moins 18, ressenti moins 23. Demain, à Saguenay, on s'attend encore à un ciel couvert et quelques averses de neige pour une température de moins 9 degrés Celsius et un ressenti de moins 24. Au lac Saint-Jean maintenant, on a encore un ciel dégagé, tout comme à Saguenay, moins 18 degrés Celsius, ressenti moins 24. Pour cette nuit, on s'attend à ce que ça se couvre, quelques averses de neige, moins 16 degrés Celsius, ressenti moins 24. Et pour demain, encore une fois, des averses de neige, un ressenti de moins 15 pour une température de moins 10 degrés Celsius. On vous rappelle d'être très prudent sur les routes. Passez une très belle fin de soirée. Voilà, c'est ce qui termine ce premier web journal de l'année 2019. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.